Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. On va attendre Bon, que les participants se connectent tous. ouais, on va attendre quelques minutes. Jonas, on voit bien mon écran, c'est bon? Quand Ouais, on a c'est bon. lancé. Ouais, ok. Tu me dis quand tu veux qu'on démarre, hein. Moi, je vois juste ma présentation. Ouais, là, il y a 58 participants et on attend à peu près 120, 130 personnes, donc on va attendre encore un peu. Peut-être 5 minutes. Ça monte? Ouais. Ah bah tout le monde s'est connecté là. Je vais mettre mon téléphone dans mon avion d'ailleurs. Alors, bonjour Florent. Vous pouvez, on va vous présenter un peu l'interface au début pour vous familiariser avec Teams Webinar. Nous aussi, on l'utilise pour la première fois, donc voilà. Ça a l'air de bien fonctionner quand même. Là, il y a 70 personnes. Je sais pas si tu veux attendre encore un peu. Ouais, bon, on peut y aller. Le temps de l'introduction, quelques personnes vont se connecter en plus. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti? Ok. Bon, ben, rebonjour à tout le monde. Donc, si j'ai bien compris, on a à peu près 70 personnes connectées. Merci à tous pour votre intérêt pour notre webinaire sur le Fricure. C'est un webinaire qu'on a souhaité faire avec Jonas parce que c'est le Fricure. On a beaucoup de questions sur cette technologie de la part de nos clients et de nos partenaires. Ça change un petit peu les règles de la polymérisation UV. Même nous qui sommes habitués à traiter avec les lampes UV tous les jours, ça soulève beaucoup de questions, beaucoup de nouveautés. Et donc on s'est dit que ça aurait été plutôt bien de vous faire un webinaire assez profond sur cette technologie, de comprendre un petit peu les enjeux et surtout comment IST est arrivé à cette idée-là de cette lampe Fricure. Avec Jonas, on vous avait déjà fait quelques webinaires dans le passé. Jonas vous mettra les liens dans la conversation Teams. Si jamais ça vous intéresse, on avait fait une comparaison sur la technologie lampe UV mercure et lampe UV LED. On vous Je les ai mis là. différenciait. Hmm. Je les ai mis là dans Ok. la conversation. On vous a différencié les différences dans ces deux technos, notamment les spectres, la consommation, les avantages et les limitations que pouvait avoir chacune de ces deux technologies. Et on vous avait fait aussi un webinaire sur les unités auxquelles on pouvait être confronté lorsqu'on travaillait dans des procédés de polymérisation UV, notamment le watt par centimètre, le watt par centimètre carré et le joule par centimètre carré, où on vous expliquait plus en détail et physiquement les définitions de ces unités et comment bien les appréhender lorsqu'on commençait à utiliser la technologie UV. Au niveau du webinar, donc là, comme a dit Jonas, on fait ça sur Teams, c'est un petit peu la première fois. En haut, logiquement, vous avez un onglet avec différents boutons, notamment les boutons conversation et questions-réponses. Donc dans l'onglet conversation, Jonas va vous partager quelques infos. Là, je pense qu'il vous a mis les liens pour les vidéos YouTube des webinars passés. Et vous pouvez également poser vos questions dans la partie questions-réponses. On traitera toutes ces questions à la fin du webinaire. On essaiera de répondre à toutes les questions une par une pour, pour vous éclairer sur peut-être les choses qui n'auront pas été suffisamment présentées pendant la présentation. Et pour rendre les choses un petit peu dynamiques, on vous a préparé
3 questions au fil du webinar qui vont nous permettre d'un petit peu comprendre ce que vous savez ou ce que vous ne savez Mmh. pas. Donc si vous ne savez pas, mettez bien je ne sais pas, n'essayez pas de répondre au pif, ça n'a pas trop d'intérêt. L'idée étant de nous savoir si les informations qu'on vous apporte sont intéressantes ou pas. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour aborder un petit peu ce webinaire sur le FreeCure, en fait, on attaque le sujet avec les photos initiateurs, qui sont un petit peu au centre des applications de polymérisation UV. Actuellement, sans photo initiateur, on imagine mal comment faire durcir, comment faire réagir une formulation UV. Et donc, on va regarder un petit peu tous les problèmes et toutes les difficultés qu'apportent ces photos initiateurs au sein d'une formulation UV. On va regarder les dangers, on va regarder les coûts, on va regarder les limitations par rapport au contact alimentaire, le jaunissement que ça peut avoir et également l'impact sur les émissions à gaz à effet de serre par rapport à la formulation complète. Donc, on va regarder un petit peu tous ces problèmes-là qu'apportent les photoinitiateurs. On va regarder aussi en parallèle un autre sujet, c'est le souci que génère l'oxygène lors d'une réaction de polymérisation. Voir un petit peu quelles limites et quelles contraintes ça apporte, les solutions qui ont été trouvées sur le marché dans le passé, et on va voir que le FreeCure peut avoir aussi un intérêt pour venir diminuer cet impact. Et ensuite, on va regarder si le FreeCure peut être une solution face à tous ces soucis qu'on aura abordés précédemment. Donc, on va vous expliquer un petit peu le phénomène que le FreeCure est capable de générer dans les formulations UV. On va le comparer aux lampes mercure classiques pour que vous compreniez bien les différences. Et on va vous parler des applications qu'on a déjà réalisées sur les différents marchés dans l'impression ou dans l'industrie. Et on finira par on va dire une rapide conclusion et on passera à vos différentes questions pour essayer et on essaiera d'y répondre de la meilleure Mmh. façon possible. Donc voilà, je vais laisser la main à Jonas pour la suite, qui va Merci vous Romain. parler des photos initiateurs. Donc la première partie, on a choisi d'aborder, les photos initiateurs. Alors déjà, petit disclaimer, on n'est pas des chimistes, donc on a pu faire des abréviations, par souci de clarté et on a essayé d'être le plus précis possible quand même. Pourquoi on parle du photoinitiateur? Alors parce que le photoinitiateur, c'est un composé dans la formulation, mais on va voir qu'il nous pose quand même pas mal de problèmes en polymérisation UV. Et l'introduction, je vous propose de poser directement une question. La question c'est, les photoinitiateurs représentent quel pourcentage de la masse totale dans une formulation UV? Donc je démarre le quiz, vous avez normalement un écran qui s'affiche au milieu. On vous a aussi, comme c'est la première question, on a été sympa, on vous a mis un petit indice en haut à gauche, pour ceux qui le comprendront. Voilà, je vous laisse y répondre. On va laisser quelques temps aux gens pour répondre. Donc je vois déjà avec les premières réponses qu'il y a pas mal de bonnes réponses. Voilà. T'es trop gentil, tu donnes trop d'infos. Donc je laisse encore un peu de temps. Bon, je pense que c'est bon, on a une cinquantaine de personnes qui ont répondu. Je clôture le sondage. Donc, il y a 77 personnes qui ont eu la bonne réponse et qui étaient bien entre 2 et 8%. Donc, vous avez remarqué la référence à la taxe des 2% de Zuckman, la taxe Zuckman. Oui, alors effectivement, les photoinitiateurs représentent une petite part en termes de poids dans la formulation, entre 2 et 8%. La plus grosse part, c'est la partie oligomère, la résine. Ensuite, le monomère, le diluant, qui lui représente 20 à 40%. Le photoinitiateur, on a dit 2 à 8%. On peut aussi ajouter des additifs en fonction de ce qu'on veut faire, de l'aspect qu'on veut aussi rendre à la formulation. Des pigments pour la couleur, forcément. Il y en a pas mal d'entre vous qui travaillent dans l'impression. Forcément, il y a des pigments.
notamment le dioxyde de titane, hein, dont on parle beaucoup, pour faire le blanc. Et enfin, un additif LED sensibilisateur, donc ça c'est quelque chose qu'on ajoute, si vous voulez, pour améliorer la sensibilité dans la bande de longueur d'onde qui correspond à la LED. Donc pour ceux qui ont suivi les autres formations, les LED émettent entre 385 et 405 nanomètres. Et donc pour que les photoinitiateurs réagissent, on va rajouter des sensibilisateurs qui vont faire un sorte de transfert d'énergie entre la partie UVA 385-405 nanomètres et la partie plus UVB, UVC qui va faire réagir le photoinitiateur. Voilà. Donc le plus connu, ITX, voilà, vous avez déjà entendu parler de ça, je pense. Donc le premier point, c'est le danger lié au photoinitiateur. Alors c'est pareil, on entend beaucoup de choses autour du danger du photoinitiateur. On a essayé de recadrer un peu les choses pour vous expliquer comment ça fonctionnait. Donc il y a 2 réglementations en Europe. Alors je parle en Europe, hein, parce que voilà. Il y a 2 réglementations principales. La REACH de 2007, qui veut dire Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Donc lui qui va s'intéresser aux risques liés à l'exposition. Donc comment utiliser les composés chimiques, quels sont les conditionnements, quel volume on peut transporter, etc. Quelles autorisations on a besoin, etc. etc. Et ensuite, l'autre classification, CLP, Classification, Labeling and Packaging, ça c'est lié au danger intrinsèque de la molécule. Donc la toxicité, le caractère CMR, cancérigène, mutagène ou reprotoxique, et l'écotoxicité. Et c'est ce caractère, et c'est cette partie CMR dont on parle beaucoup. Alors on fait souvent l'amalgame, REACH, CMR, etc. Mais c'est bien dans le CLP qu'est décrit le CMR. CMR pour cancérigène, mutagène et reprotoxique. Et c'est ce caractère-là qui va définir le danger donc, de la molécule. Comment est traité ce danger, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire en fonction de ce danger, c'est REACH qui va le définir et qui va donner les autorisations en fonction en gros, du niveau de CMR. Donc sur la page d'après, justement, on va vous montrer les différents niveaux. Donc on dit CMR 1A, 1B ou 2, il y a 3 niveaux. Le premier 1A, substance avérée CMR, donc c'est avéré qu'il y a un danger pour l'homme, que ce soit cancérigène, mutagène ou reprotoxique. CMR 1B, c'est une substance qui est présumée dangereuse pour l'homme, mais on a des données fiables sur les animaux, pardon. Et ensuite, CMR2, c'est une substance qui est suspectée, donc ça veut dire qu'en gros, elle est dans le viseur des autorités et potentiellement, elle va passer sur un niveau au-dessus dans pas longtemps. Donc, ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a ces classifications, mais dans la réalité, les molécules sont souvent plus CMR 1B parce qu'en fait, quand elles sont CMR 1B, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des données humaines pour dire qu'on va arrêter de l'utiliser? Je ne suis pas sûr. Donc, en gros, ça veut dire qu'à partir du moment où elles sont classifiées CMR 1B, ces molécules, vous n'allez plus les retrouver dans vos formulations, donc que ce soit dans vos encres, dans vos résines, vous n'allez plus les retrouver. Voilà. Et de même, donc REACH définit aussi les étiquettes qu'il y aura sur les pots d'encre ou les pots de vernis. Et donc, il y a des étiquettes spéciales qui sont liées à ces classifications CMR. Voilà. Voilà. Donc, la question qu'on vous pose, c'est qu'il y a beaucoup d'évolutions liées aux photoinitiateurs et c'est un enjeu parce que faut bien comprendre, donc il y a beaucoup de formulateurs là qui suivent la formation, mais pour ceux qui ne sont pas formulateurs ou fabricants de composants chimiques, l'évolution de la réglementation donne beaucoup de travail aux formulateurs et beaucoup de reformulation pour arriver à retrouver des encres ou des vernis qui aient les mêmes caractéristiques, mais peut-être avec un photoinitiateur qui a été différent. Voilà. Donc c'est à eux d'anticiper un peu les photoinitiateurs qui vont potentiellement être interdits dans les prochaines années. Voilà. Donc la deuxième question, je vous la pose tout de suite. Quel est le dernier photoinitiateur qui a été classé CMR? Donc on donne 3 possibilités, TPO, TPO-L pour liquide, le 184 ou je ne sais pas. Je vous laisse répondre. En sachant que
je vais vous donner un indice, enfin je ne sais pas si c'est un indice, mais ça vous aidera peut-être. Ce photoinitiateur a été classé CMR pendant la Belle Expo. Voilà. Donc il y a pas mal de gens qui en ont parlé pendant la Belle Expo, pour ceux qui sont dans le milieu de l'étiquette, notamment parce qu'il y a beaucoup de formulateurs qui l'utilisaient, parce que c'est un photoinitiateur classique. Voilà. Donc là, c'est un peu plus. Là, on sent que la question est un peu plus compliquée, ou peut-être vous avez un peu moins d'indices. Donc je clôture le questionnaire. Voilà, donc on a 20% qui répondent TPO, 6% qui répondent TPO liquide et 29% qui répondent 184. Il y a 45% qui ne répondent pas, qui disent qu'ils ne savent pas. En l'occurrence, tu peux aller peut-être à la slide d'après, Romain. En fait, il y avait deux réponses qui étaient bonnes, le TPO et le 184, qui ont tous les deux été classés CMR, donc 1B, donc danger avéré pour les animaux et potentiel pour les humains. Le TPO-L n'est pas classifié CMR. Donc voilà, c'était pour vous montrer qu'il y a une évolution dans la classification qui fait que il faut sans cesse se renouveler, les formulateurs doivent sans cesse se renouveler, et c'est une complexité du domaine UV. Voilà. Oui, on peut dire que le TPO-L est même présenté comme une alternative aux formulateurs qui utilisaient du TPO, par exemple. Oui, il y a déjà pas mal de gens qui avaient du Ouais. TPOL dans leur formation et dans Ouais. leur formulation, et qui du coup le gardent, qui avaient bien anticipé. Après, ceux qui avaient le TPO, du coup, ils sont contraints de reformuler. Voilà. L'aspect, donc on a parlé du danger, maintenant on va parler du coût. Le photoinitiateur représente 2 à 8% de la masse d'une formulation UV, mais il représente beaucoup plus en termes de coût, autour de 10 à 20%. Ça veut aussi dire que le choix du photoinitiateur est important et la quantité qu'on met est aussi importante. C'est-à-dire que si on arrive à réduire la quantité de photoinitiateur dans la formulation, pardon, fait deux fois, on arrive à réduire le coût de la formulation. Voilà, de manière importante. Ensuite, on parle beaucoup aussi de contact alimentaire indirect, parce que le contact alimentaire direct n'est pas possible avec une encre UV. Le contact alimentaire indirect, un des critères de classification, c'est la migration, et notamment, ce qui migre beaucoup dans la formulation, c'est le photoinitiateur. Donc on se retrouve un peu de la même manière. Si on arrive à réduire le taux de photoinitiateur, on arrive à réduire en quelque sorte la migration de la formulation, et donc à améliorer la conformité au contact alimentaire indirect. Donc pour ceux qui travaillent dans le milieu alimentaire de près ou de loin, si vous avez une formulation qui est réduite en photoinitiateur par rapport à ce que vous avez actuellement, forcément vous aurez moins de migration, et du coup vous aurez une meilleure conformité. Critère suivant, le jaunissement. Alors, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui ont déjà eu cet effet en impression, hein, notamment avec le vernis. Les formulations UV peuvent jaunir, et le jaunissement est, pas que, hein, mais est dû en partie au photoinitiateur. Certains photoinitiateurs jaunissent, et donc de la même manière, si on réduit la quantité de photoinitiateur, on réduit le jaunissement de la formulation. Donc c'est aussi un effet positif de pouvoir réduire le taux de photoinitiateur. Et enfin, le dernier point qui a été soulevé par un de nos clients avec qui j'ai discuté la semaine dernière, justement. Il y a un autre aspect qu'il faut voir aussi, c'est que les photoinitiateurs, ils représentent pas beaucoup en masse, 2 à 8% dans la formulation, mais par contre, ils représentent 15 à 25% des gaz à effet de serre. Notamment parce que la plupart des usines sont en Asie ou en Chine. Enfin, en Chine. Il y a beaucoup de coûts de transport, et aussi par leur composition. Donc, en arrivant à diminuer encore une fois la quantité de photoinitiateurs, on arrive à diminuer
les émissions équivalentes de gaz à effet de serre de la formulation complète et donc de votre produit final, enfin, on va dire, et donc de votre produit imprimé et donc du produit final pour le client final. Voilà. Donc c'est un levier important de décarbonation des formulations UV. Donc maintenant qu'on a vu ces différents critères liés au photoinitiateur, on va s'intéresser à un autre aspect, un aspect complètement différent, qui est l'oxygène. Et je vais laisser la parole à Romain. Yes. Donc l'oxygène, c'est bon, on en a partout, partout dans l'air, hein. Sans l'oxygène, on serait tous pas présents ici. Euh, c'est un élément qui va venir gêner la réaction de polymérisation. Il faut savoir que le dioxygène est très sensible et très actif contre les radicaux libres qui sont générés par les photoinitiateurs. C'est un phénomène physique. Il va simplement se coller dans la chaîne de polymérisation et stopper la polymérisation, et donc laisser une sorte de, on peut appeler ça un déchet de polymère. Lorsqu'on fait une impression, une application d'un vernis, d'un coating ou d'une encre, dès qu'on réalise la dépose de la formulation, on a de l'oxygène ambiant autour de cette formulation. On a de l'oxygène qui va venir pénétrer tout simplement la matière. Donc là, ici, en bleu clair, vous avez une représentation zoomée de l'épaisseur de formulation. Cet oxygène va venir pénétrer la matière en étant beaucoup plus concentré en surface, et ça va être beaucoup plus difficile pour l'oxygène de venir à cœur de notre épaisseur de formulation. Et quand on va envoyer notre lumière UV, en fait, donc on va avoir des UVA, des UVB, des UVC lorsqu'on va traiter avec une lampe mercure, par exemple. Il faut savoir, et c'est quelque chose qui est assez connu, c'est que les UVA vont avoir tendance à bien pénétrer à cœur, les UVB un peu moins, et les UVC à rester en surface. Et donc, en fait, ce qui se passe quand on a l'UV qui vient frapper la matière, c'est qu'on a un petit peu une course contre la montre entre l'oxygène qui est présent et qui continue à être dans l'air et qui veut rentrer dans la matière et se coller aux chaînes de polymères qu'on crée, et la lumière UV qui vient casser des photoinitiateurs et déclencher la chaîne de polymères. Il y a un petit peu une bataille entre les deux. Et plus on a d'UVC, en fait, plus on a d'énergie en surface, vu que l'UVC va surtout se concentrer sur la surface, et plus donc on va avoir tendance à contrebalancer l'effet de l'oxygène qui va venir dégrader la qualité de polymérisation. Souvent, quand on a des formulations qui sont très inhibées par l'oxygène, on peut avoir un effet tacky, un effet gras en surface. Donc la formulation est polymérisée, elle accroche très bien, mais on va avoir ce petit effet gras en surface. C'est souvent un phénomène qui peut être lié à l'inhibition de l'oxygène. Donc on a ce souci-là qui est tout le temps présent lorsqu'on polymérise. Alors dans les formulations, on a des solutions qui permettent de contrer l'inhibition de l'oxygène, mais qui ont un coût chimique et qui complexifient la formulation et qui peuvent ne pas être possibles en fonction des applications. On a aussi trouvé une autre solution qui s'appelle l'inertage. Donc en fait, on vient créer un espace inerte au moment où on fait la polymérisation UV, où on envoie de l'azote, du diazote gazeux. Ces installations qui sont coûteuses, on vient renforcer le coût d'investissement d'un équipement UV, et en plus on rajoute un consommable, donc le nitrogène qu'il faut acheter et qui est en permanence pulvérisé pendant la production sur le support au moment de la polymérisation pour essayer de réduire la quantité d'oxygène qui va essayer de re-rentrer dans la formulation et de dégrader la vitesse de réaction. Et le problème, c'est que ce nitrogène, là, on vous a mis sur la droite l'évolution des coûts lors des dernières années. Ce nitrogène a un coût variable et ça rajoute en plus un coût on va dire, un consommable supplémentaire, un coût de production supplémentaire sur la ligne. Ça, c'est un élément qui est permanent, présent dans les réactions de polymérisation. Et en fait, l'UVC vient aider. Plus on a d'UVC, plus on va réduire cet impact, et ça peut être un intérêt. Je peux pas cliquer parce que j'ai le laser. Ouais, je vais faire comme ça. Donc Joanna vous a présenté un petit peu disons, les désavantages
liées aux photoinitiateurs. Donc sans photoinitiateur, on se dit, mais on n'arrive pas à déclencher une polymérisation UV, mais le photoinitiateur, en même temps, il nous apporte pas mal de soucis, pas mal de challenges dans la formulation UV, notamment par les dangers, les classifications, le coût, le jaunissement, le contact indirect alimentaire qui peut poser des soucis, et l'émission de gaz à effet de serre. Et donc on se demande, est-ce qu'on pourrait pas déclencher une réaction de polymérisation, mais sans l'aide du photoinitiateur? En fait, le photoinitiateur, il est là pour venir aider la réaction de polymérisation. Et donc là, il faut regarder un petit peu au niveau moléculaire. En fait, il y a une formule, donc c'est la formule de Einstein-Planck, qui nous lie l'énergie qui lie deux molécules est égale à la constante de Planck multipliée par la vitesse de la lumière et divisée par la longueur d'onde de la lumière. En fait, ça nous donne un petit peu l'énergie que possède un photon en fonction de sa longueur d'onde. Et on voit que c'est inversement proportionnel avec la longueur d'onde, donc ça nous dit que plus un photon est faible en longueur d'onde, plus il va transporter avec lui beaucoup d'énergie. Et si on regarde un petit peu l'énergie nécessaire qu'il faut pour aller briser ou exciter directement une double liaison carbone d'une résine acrylate, les ordres de grandeur qu'on peut avoir, donc ça dépend de plein de paramètres, mais on est en l'occurrence autour des 500 à 600 kJ par mol. Et si on regarde grâce à cette formule la gamme de longueur d'onde nécessaire pour aller envoyer cette énergie au moment où elle frappait avec suffisamment d'énergie cette liaison double carbone, on se rend compte que ça nous donne une longueur d'onde inférieure à 220 nanomètres. Et donc en fait, si on regarde physiquement, avec une longueur d'onde, avec des photons dont la longueur d'onde est inférieure à 220 nanomètres, on pourrait aller briser directement la double liaison carbone ou l'exciter directement sans avoir à utiliser un photoinitiateur. En fait, un photoinitiateur, c'est quoi? C'est une double liaison qui est un peu plus faible, elle a moins d'énergie, elle a besoin de moins d'énergie pour être brisée, et du coup, elle peut être brisée avec des longueurs d'onde plus hautes, dans les UVB ou dans les UVA. Et quand Jonas vous parlait aussi des additifs LED et des boosters LED, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va encore rajouter un élément qui va être moins solide et qui va se casser plus facilement avec des photons dans les UVA. Parce que le photon dans l'UVA possède un peu moins d'énergie, il a un peu moins de force qu'un photon dans les UVB, qui lui-même a moins d'énergie qu'un photon dans les UVC, en l'occurrence. Donc c'est un petit peu ce qui se passe. Et si on arrive à avoir suffisamment d'énergie dans notre photon, ben, on pourrait ne pas utiliser le photoinitiateur, qui est là pour aider en fait, mais aller directement frapper ce qui nous intéresse dans la résine acrylate pour déclencher une réaction de polymérisation. Et c'est en l'occurrence des longueurs d'onde inférieures à 220 nanomètres. Et donc on se demandait, c'est un petit peu comme ça que on va dire que l'idée de la technologie Fricture est apparue chez IST. Et on s'est dit, ok, on a différentes technologies. Si on essaye de s'affranchir du photoinitiateur ou de diminuer, on va dire, son besoin dans une réaction, dans une formulation, il faudrait qu'on arrive à booster notre émission dans les gammes de longueur d'onde entre 200 et 220 nanomètres. On va pas essayer d'aller chercher en dessous de 200 nanomètres pour une simple raison, c'est que tout ce qu'on émet en dessous de 200 nanomètres va être super sensible à l'oxygène présent dans l'air ambiant et va générer de l'ozone. Donc en fait, tout ce qu'on émet en dessous de 200 nanomètres va être absorbé sur le trajet entre ma lampe et la formulation qu'on souhaite polymériser. Donc on pourrait toujours inerter, mais comme ça a des coûts et ça complexifie le système, on s'est dit on va se concentrer sur cette gamme spectrale qui nous permet, qui possède suffisamment d'énergie pour aller réaliser ce déclenchement, cette initiation de la réaction de polymérisation sans photoinitiateur. Et donc on a regardé parmi nos technologies, on a la lampe Mercure qui possède de nombreux avantages. On a un spectre large, on a un spectre qui est quand même très proche, une partie du spectre qui est très proche des UVC qu'on émet. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait, booster cette lampe Mercure et aller accentuer notre émission dans les 200-220 nanomètres. À gauche, vous avez un schéma d'une lampe Mercure en vue de coupe. Je vous la ferai rapidement. Vous avez le bulbe Mercure qui est ici, les réflecteurs qui vont aller renvoyer une partie des rayons sur le produit. Et dessous, on vous a mis l'alimentation électronique parce qu'elle joue un rôle aussi important dans la génération de l'UV. Et si vous regardez sur la droite, c'est le schéma d'une lampe Fricture. En apparence, c'est très similaire, mais on a joué sur différents éléments pour nous permettre d'aller gagner
dans ce spectre UVC, d'aller gagner dans la gamme 200-220 nanomètres en performance. On a fait un gros travail sur le plasma qui est au sein de la lampe UV. Donc, on a travaillé sur les gaz nobles, on a travaillé sur le mercure, on a travaillé sur différents éléments pour aller optimiser cette émission. Ça pourrait ressembler un petit peu à un dopage. Si vous travaillez, par exemple, dans l'impression, vous avez des lampes dopées fer ou des lampes dopées gallium. On est un petit peu dans ce type de travail-là. On va aller jouer à faire modifier le spectre en regardant ce qu'on peut faire dans la lampe mercure. Mais c'est pas tout ce qu'il faut faire. Parce qu'en gros, ces photons, en 200-220 nanomètres, sont super sensibles. Ils sont très énergétiques, donc tous les éléments qu'ils vont croiser sur le chemin vont essayer de les absorber. Donc il faut essayer de les conserver au maximum pour qu'ils puissent frapper votre formulation. Donc ça, c'est le premier travail au niveau de l'optimisation du plasma. Ensuite, on va travailler sur les matériaux de la lampe et sur les matériaux des réflecteurs pour aller optimiser justement cette réflexion et cette non-absorption de ces photons. Et enfin, il y a un gros élément important qui fait partie de l'innovation de la lampe Fricure, c'est le travail sur l'alimentation. On a fait beaucoup d'améliorations sur le contrôle électronique qui joue un rôle super important dans le shift et dans la variation de ce spectre. Et si on regarde de l'extérieur, à gauche, vous avez une lampe mercure, IST. À droite, vous avez une lampe mercure, une lampe Fricure, IST. En apparence, c'est strictement identique. Si on regarde une ligne, s'il n'y a pas écrit Fricure ou lampe mercure, on n'arriverait pas à voir de l'extérieur la différence. Ça reste une technologie basée sur des lampes mercure, mais simplement que le contrôle et plein d'éléments à l'intérieur nous permettent d'avoir ce boost dans les UVC. Donc, il y aura sans doute une question plus tard qui viendra, qui est est-ce qu'on peut facilement transformer une lampe mercure en lampe Fricure? La réponse est oui et non, parce qu'il va falloir regarder le power supply. Le power supply que vous avez dans l'installation actuelle devrait être modifié parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des améliorations à faire. Et ensuite, la cassette et les lampes étant différentes, il y a des modifications à faire. Donc le système en tant que tel peut rester le même, mais il y a des éléments à l'intérieur qui vont devoir être modifiés pour permettre de faire on va dire, ce remplacement d'une lampe classique, d'un système classique Mercure, vers un système Fricure. Et donc, toutes ces améliorations, on va vous donner un petit peu des chiffres, mais je pense qu'avant ça, on a une question. D'après vous, d'après ce que vous avez peut-être pu voir déjà sur la technologie Fricure, quel gain en UVC nous avons réussi chez IST à obtenir sur une lampe Fricure par rapport à une lampe Mercure classique? Donc Jonas va vous Je lancer lance, ouais. le petit questionnaire. C'est parti. Ok. Je vais vous donner un indice, on est très fiers du résultat. 8%. Alors, il y a quelqu'un qui va mettre 8% ou pas? On n'aurait peut-être pas fait tout ça pour 8%. Alors, c'est bon, je vais clôturer. Hop. Donc, il n'y a personne qui a mis 8%, merci. Il y a 19% qui ont mis 37%, 55% qui ont mis 74%, ça fait beaucoup de pourcents, et 26% qui ont mis je ne sais pas. Ok. Donc la bonne réponse était 74%. Si on regarde, donc on va commencer avec le graphique de gauche. On prend comme base la quantité d'énergie émise jusqu'à 280 nanomètres. Donc on prend toutes les longueurs d'onde inférieures jusqu'à 280 nanomètres, qui représentent à peu près la gamme spectrale dans les UVC. Si une lampe mercure standard IST représente 100%, on arrive à avoir une augmentation de 74% dans les UVC pour la lampe Fricure. Donc c'est super avantageux. Pour la partie inhibition d'oxygène, en l'occurrence, on va avoir beaucoup plus d'énergie qui va aller contrer, l'inhibition d'oxygène. Et si on regarde juste par ce gain d'énergie dans les UVC, on arrive quasiment à avoir l'équivalent de 2 lampes
mercure classique en termes de quantité d'énergie avec une lampe Ricure. Et ensuite, si on se concentre un petit peu sur des longueurs d'onde beaucoup plus basses, donc comme je vous ai expliqué, c'est vraiment entre 200 et 220 nanomètres, pardon, qu'on va avoir une grosse partie de l'activation de la formulation UV sans photoinitiateur. Et si on regarde juste sur cette longueur d'onde de 212 nanomètres, on arrive quand même à avoir une augmentation de 800%. Et 800%, c'est énorme. Ça voudrait dire qu'avec une lampe mercure standard, on arriverait à la remplacer. Enfin, il faudrait 9 lampes mercure standard, pardon, pour avoir l'équivalent d'une lampe Fricure à 212 nanomètres. J'essaie de faire suivant. Hop. Et si on regarde le spectre en général, donc là on vous a fait une comparaison du spectre d'une lampe Fricure avec une lampe mercure standard à 200 watts par centimètre. Donc là on regarde le spectre entre 200 et 280 nanomètres. Il faut savoir que le reste du spectre est équivalent, c'est-à-dire qu'une lampe Fricure émet la même chose qu'une lampe mercure dans les UVB et dans les UVA. Donc c'était pas vraiment intéressant de vous prolonger la courbe vu qu'en fait on est à 0% de gain, c'est strictement identique. Et si on regarde sur les UVC, et notamment sur la zone qui nous intéresse beaucoup, entre 200 et 220 nanomètres, on a un gain super important d'émissions dans les UVC. Donc, ok, on a réussi à créer c'est super, on a réussi à créer une lampe mercure avec une émission dans les UVC super performante. Est-ce que les idées qu'on a eues au début et cette formule qui nous permet de déterminer que avec des longueurs d'onde entre 200 et 220 nanomètres, on peut aller déclencher directement des réactions de polymérisation, est-ce que cette théorie peut être vérifiée dans la pratique? Donc on a fait différents tests. Là, je vais commencer sur des tests, on va dire, en laboratoire. Donc on va se concentrer sur le graphique de gauche que je vais vous expliquer. On compare deux formules, enfin on regarde deux formules acrylates sensibles aux UV. En vert clair, vous avez une formule et en vert foncé, vous avez une deuxième formule. Ici, ce sont des passages sous une lampe mercure standard et ici, ce sont les passages sous une lampe Fricure. On va aller regarder la double bond conversion. Donc en fait, le nombre de doubles liaisons qu'on a réussi à convertir. Ici, c'est une lampe, du coup, c'est une formule standard avec des UV. Donc on voit qu'avec une lampe mercure, on arrive à traduire 65% et 55%. Les deux formules sont légèrement différentes. Mais on a des photo-initiateurs, donc ça fonctionne bien. Et c'est normal, vu qu'on a une lampe mercure standard. On prend cette même formule, on enlève les photo-initiateurs. Donc on est dans cette partie-là, donc DB conversion without photo-initiator. On enlève les photo-initiateurs et on passe sous la lampe mercure. On voit que là, on a beaucoup moins d'efficacité de conversion. On est tombé de 65% à 6,5% pour cette formule numéro 1 et on est passé de 55 à 34% pour cette formule numéro 2. Et si on prend maintenant cette même formule sans photo-initiateur et qu'on la fait passer sous une lampe Fricure, on voit que la conversion est repassée sur les mêmes, on a même dépassé l'efficacité de conversion qu'on avait avec une lampe Mercure avec photo-initiateur. Donc on voit que là, dans la pratique, sur des essais labo, on réussit bien à aller déclencher des réactions de polymérisation sans photo-initiateur. Là, c'est avec une seule lampe à 200 watts par centimètre et 30 mètres par minute. Ensuite, le gain en UVC, on va passer sur l'écran sur le graphique de droite, pardon. Au-delà de réduire la quantité de photoinitiateurs ou d'enlever les photoinitiateurs dans une formule, le fait d'augmenter les UVC peut aussi avoir un autre intérêt, c'est la résistance de la formulation à la rayure ou par exemple aux agressions chimiques dans différentes applications. Et donc on est allé regarder un petit peu ces parties-là aussi. Donc toujours pareil, on passe sous des lampes à 200 watts par centimètre avec les mêmes puissances et les mêmes vitesses pour avoir des choses comparables. Là ici, ce qu'on a, c'est la formule 1. En vert clair, c'est tout ce qui a été testé sous une lampe mercure avec des photoinitiateurs. En vert un tout petit peu plus foncé, c'est aussi une lampe mercure, mais on a enlevé les photoinitiateurs de la formule. Et en vert foncé, c'est passer sous une lampe Fricure sans les photoinitiateurs. Et donc si je regarde ici, on voit que ma résistance, donc lampe mercure avec photoinitiateur,
elle est de 52,3%. Elle chute lorsque j'enlève mes photo-initiateurs. Et si je passe avec une lampe Fricure sans photo-initiateur, je récupère à peu près la même résistance. Donc on arrive à conserver au final les mêmes caractéristiques externes entre une formulation UV avec photo-initiateur qui passe sous une lampe Mercure standard et une formulation UV sans photo-initiateur qui passe sous une lampe Fricure. Donc c'est quand même super encourageant. Et donc on voit que le phénomène se répète à peu près. Donc ça reste des tests qu'on a effectués en phase de, on va dire en phase de recherche et de développement. C'est des analyses qui ont été faites avec différents fabricants de formulation, de matières premières, pardon. On a fait ces essais-là. Ça reste du domaine laboratoire et on a poussé les essais maintenant sur des applications réelles. Donc on a regardé dans le marché de l'impression et dans le marché de l'industrie ce qu'on arrivait à créer en fait avec ces lampes Fricure. Donc là, vous avez des exemples de domaines dans lesquels on a réalisé des vrais essais, hein. Donc ce ne sont pas des essais labo, ça peut être des tests sur ligne, machine d'impression chez nos clients ou chez des fabricants de machines. Je vais en prendre quelques-uns en exemple, vous pourrez les regarder en détail plus tard. Mais par exemple, si on part sur la première ligne, vous avez des encres Flexo. On a testé donc toute la gamme d'encres, plus des vernis sans photo-initiateur. Et on a réussi à avoir une polymérisation correcte dans des vitesses de 50 à 200 mètres par minute avec la lampe Fricure, par exemple. Si je prends on peut prendre un autre exemple. On va prendre le dernier. Je pense que c'est bien parce que ça montre que c'est pas tout le temps blanc ou noir. Dans l'impression numérique, on a réussi à tester, à polymériser à 8 mètres par minute sous atmosphère inerte, donc avec de l'inertage pour nous aider. On a réussi à polymériser une encre sans photo-initiateur. Et si on enlevait l'inertage, on arrivait quand même à réduire la quantité de photo-initiateur à 12 jusqu'à 50% de la quantité initiale. Donc on est allé jusqu'à réduire la quantité de photo-initiateur par 2 pour tourner à 200 mètres par minute, en gros, avec une impression stable. Donc là, on n'a pas réussi, par exemple, dans cet exemple, c'est bien aussi de vous le donner. Parfois, on n'arrive pas à enlever la totalité des photo-initiateurs. Ça va dépendre de l'épaisseur de la dépose, ça va dépendre de plein de paramètres. Il y a les pigments qui jouent ici un rôle d'absorbant. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire des tests et d'avoir des formulations qui peuvent être adaptées aussi à cette lampe. On arrive à parfois enlever complètement la quantité de photo-initiateurs. Parfois non, parfois on peut en avoir un tout petit peu. Parfois on est obligé de garder l'inertage, voilà. Mais globalement, on arrive à améliorer les procédés de polymérisation. Si on regarde aussi dans l'industrie, je vais vous prendre quelques exemples. Dans le coil coating, on a testé un primaire UV sans photo-initiateur. On arrive à polymériser complètement à 20 mètres par minute avec un atmosphère inerte. Mais on a réussi à enlever les photo-initiateurs. Donc ensuite, il y a quand même un intérêt. Dans le silicone, c'est intéressant aussi, on arrivait à polymériser complètement en divisant quasiment par 3 la quantité de photo-initiateurs par rapport à une formulation standard. Donc par rapport au coût, encore une fois, et par rapport aux impacts que Jonas expliquait en début de présentation, on va aller réduire le coût, on va réduire l'impact carbone de la formulation et donc de la production du produit fini. Ça peut avoir des intérêts. Et si je regarde dans le PVC flooring, c'est des exemples aussi intéressants. À même formulation, on arrive à augmenter le taux de conversion. On a plus d'UVC, on a plus d'énergie, donc on arrive à avoir une conversion meilleure. On améliore la résistance, on améliore la résistance aux rayures et la résistance, par exemple, aux agressions chimiques. Donc voilà un petit peu des exemples, on va dire, dans des exemples applicatifs liés au marché. C'est des choses sur lesquelles on continue de travailler chez IST. On fait beaucoup de tests. On a beaucoup de personnes qui passent nous voir dans notre laboratoire en Allemagne pour tester des formulations, voir si on ne peut pas réaliser des optimisations justement en modifiant un petit peu les résines pour les rendre un peu plus sensibles aux UVC, par exemple, vu que c'est quelque chose qu'on booste par rapport à une lampe Mercure standard. Comparer des formulations standards, voir comment des formulations standards réagissent avec la lampe Friture pour voir si simplement en modifiant une technologie sur une ligne, mais en gardant les mêmes formulations, on n'arrive pas à aller plus vite ou à réduire le nombre de lampes ou à améliorer la qualité finale du produit.
Et c'est des choses qu'on continue à faire. Pour conclure un petit peu, oui, on arrive à polymériser sans photoinitiateur avec une lampe Fricure. La lampe Fricure permet de réaliser énormément de choses que nous encore chez IST on découvre tous les jours en fonction des essais qu'on réalise avec nos clients. C'est vraiment faut le voir comme une nouvelle possibilité, une nouvelle façon d'aborder la polymérisation UV. On change un petit peu les règles avec ce produit-là. Des tests sont intéressants à faire. Les procédés classiques fonctionneront mieux avec une lampe Fricure qu'avec une lampe Mercure. Donc c'est une technologie qui s'implémente déjà facilement sur le marché. On a déjà des clients qui achètent des lampes Fricure au lieu d'acheter des lampes Mercure parce qu'en fait ça fonctionne juste mieux qu'une lampe Mercure. C'est une lampe Mercure améliorée. Mais cette lampe Fricure permettrait de réaliser de nouvelles choses, d'ouvrir de nouvelles applications chez certains clients. Et c'est des choses qu'on développe encore tous les jours. Je ne sais pas si Jonas, tu veux ajouter peut-être quelque chose. Non, mais je pense que Ah, c'est ça, c'est un nouvel outil, il faut le voir comme un nouvel outil et c'est à vous aussi de, de nous parler de vos besoins, vos difficultés par rapport à vos formulations. Je parle aux clients finaux là, ou aux OEM, et qu'on trouve une solution avec les formulateurs et avec ce nouvel outil pour essayer de vous apporter quelque chose qui fonctionne mieux que ce que vous avez actuellement. Voilà. ouais, c'est ça. En gros. Je pense qu'on peut passer aux questions. Ouais. Alors, je vais essayer de les voir, les questions, moi aussi. Ouais, Alors, il bug c'est- ton cosmonaute. alors, Alors, première question, qu'en est-il de la quantité d'UV à 190 nanomètres? Est-ce qu'elle est modifiée? Tu peux peut-être revenir sur la slide, Romain. Parce que c'est alors, vrai que tu as parlé de 200 à 290, mais on n'a pas parlé d'en dessous 190, autour de oui, on n'a pas. 190 nanomètres. Ouais, je vais remettre sur la slide si vous voulez. Je vais revenir dessus. Donc, malheureusement, là, on voit pas sur la courbe, effectivement, la longueur d'onde à 190 nanomètres. Euh, c'est une bonne question. Je pense qu'on a les infos et qu'on pourrait vous les donner. Ce n'est pas un sujet sur lequel on s'est concentré parce qu'en fait, la longueur d'onde de 190 nanomètres est ultra sensible à l'oxygène. Mhm. Ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Ouais, c'est ça. Et comme elle est ultra sensible à l'oxygène et qu'on essaie de regarder une solution qui permet de simplifier le procédé et donc qui permet de simplifier l'inertage, de ne pas avoir l'inertage, c'est quelque chose qui n'a pas été regardé dans un premier temps. Je pense qu'on pourrait trouver c'est quelque chose qu'on pourrait avoir. Mais il faudrait faire des mesures. En fait, ça n'a un sens de regarder cette longueur d'onde de 190 nanomètres. Ça n'a un sens que lorsqu'on travaille sous espace inerte. Donc ce serait que sur des applications où on travaillait sous espace inerte. Et là, oui, donc il y a très probablement un gain, je ne saurais pas dire de combien. Je pense qu'on l'a, c'est une comparaison qu'il faut qu'on fasse sous espace inerte. Donc on ferait qu'on mesure la quantité d'énergie d'une lampe classique sous espace inerte à 190 nanomètres et qu'on vient de mesurer aussi la quantité d'énergie sous espace inerte d'une lampe Fricure à 190 nanomètres. C'est quelque chose que je peux demander. C'est une bonne question. Ok, on vous enverra l'information. Question d'après, et c'est une question, je savais qu'on allait la voir. Est-ce que la lampe Fricure sera soumise à la même réglementation que les lampes Mercure, si celles-ci viennent à être interdites à l'avenir? Alors, c'est une très bonne question. Euh, En fait, je vais parler de lampe mercure. La lampe Fricure est une lampe qui possède du mercure. Donc elle est dans le même, disons qu'elle est dans le même panier que les lampes mercure. Si la réglementation regarde les lampes mercure, elle regardera les lampes mercure dopées fer, les lampes mercure dopées gallium, les lampes Fricure. Ouais, elle ne fera pas la différence. Il faut savoir que les lampes mercure, et donc là on parle sans doute, la question de Jessica Rep est liée au ROHS, c'est un sujet, une question qu'on a souvent. Il faut savoir que le ROHS vient traiter donc les utilisations de composés dangereux et notamment le mercure pour les applications liées au grand public.
Il y a un élément important qu'il faut comprendre, c'est que les interdictions dont on vous parle tous les 5 ans, d'exemption tous les 5 ans, il y a les fabricants de LED qui en parlent souvent, qui aiment bien en parler. Il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que ce ROHS ne prend en compte que les équipements qui rentrent dans un volume de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres. Si la ligne industrielle, si la machine d'impression dépasse le volume de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres, ce qui est le cas pour les machines de sérigraphie, ce qui est le cas pour les machines de flexo, ce qui est le cas pour les machines de coil coating, ce qui est le cas pour les machines de siliconisation. On parle de machines linéaires qui font peut-être 100 mètres linéaires sur 20 mètres de haut. En fait, elles ne sont tout simplement pas concernées par cette réglementation, vu qu'elles dépassent le volume de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres. Donc, ces lampes mercure, qui sont intégrées dans ces lignes, ne sont pas prises en compte par ce ROHS. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, qui est pas super bien compris. On Mais je pourrait pense parler que d'interdiction des lampes mercure, par exemple, pour des petites lampes mercure qui seraient utilisées sur des imprimantes 3D qui font moins de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres, par exemple. Ou des petites impressions numériques qui font de moins de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres. Dans ce cas, la réglementation ROHS est à prendre en compte. Mais il faut que la machine finale rentre dans 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres pour qu'on se pose la question s'il y a interdiction ou pas. Et si on se pose la question s'il y a interdiction ou pas, il y a encore un autre élément à prendre en compte, c'est est-ce qu'on a une solution alternative? Et la solution alternative qui est présentée depuis 10-15 ans, ce sont les LED UVA. Pour avoir des LED UVA, ce sont les LED, pardon, pas les LED UVA, mais ce sont les émissions LED. Pour le moment, on a des LED UVA qui fonctionnent très bien. Le problème, c'est si on veut utiliser des polymérisations avec des LED UVA, on est obligé d'utiliser des composés dans les formulations, et on voit qu'il y a de plus en plus de choses au niveau photo-initiateur et au niveau formulation qui sont étiquetées. Donc il y a peut-être certaines applications de food packaging ou autres qui seraient interdites et qui empêcheraient tout simplement l'usage de la technologie LED, parce que les photo-initiateurs qui fonctionneraient avec la technologie LED ne seraient tout simplement pas utilisables pour ces applications-là. Donc ça, c'est un point à prendre en compte, parce que dans ces cas-là, on n'aurait pas de solution alternative pour la lampe mercure. Je je pense voulais qu'il y juste a... rajouter, Ouais, que je pense on essaiera peut-être d'organiser justement un webinar sur ce sujet parce que c'est un sujet qui revient ouais. beaucoup. C'est vrai qu'on a une Et je question, pense c'est une que, question qu'on a tout le temps. ouais, je pense que c'est peut-être mieux d'en parler, de refaire ça proprement, séparément, parce que là, je vois tous les gens qui posent des questions et malheureusement, il commence à y avoir pas mal de questions. Donc, je pense on l'abordera dans une autre formation, peut-être plus précisément. Mais oui, c'est une bonne question, effectivement. Alors, j'en étais où du coup? Parce que là, Je suis dessus, t'inquiète. Avez-vous fait des tests avec des photo-initiateurs plus lampe Fricure? C'est une question de Julien Beaucourt. Qu'obtient-on dans ce cas au niveau des résistances mécaniques? Oui, bien sûr. Donc c'est un des exemples que j'avais donné par exemple dans le PVC flooring. Si on prend une formulation classique et qu'on la fait passer sous une lampe Fricure, de par le gain qu'on a dans les UVC, on a des améliorations euh, en résistance mécanique ou en résistance chimique de l'encre. Tout à fait. C'est des choses qui sont à vérifier, ça dépend des formulations bien sûr, mais oui, c'est lié à ce gain dans les UVC qu'on a, on a des réactions qui peuvent être améliorées. Tout à fait. ensuite, question sur Euh, l'émission d'ozone, Yes, quid de Thierry Delarme. l'émission d'ozone? Alors, oui, on a bien sûr, on a de l'émission d'ozone, Toujours, ouais. mais c'est des choses qui sont gérées comme avec les lampes mercure classiques. Donc, Ouais. on vient l'extraire. L'ozone, il faut savoir que c'est un élément instable qui se recombine naturellement dès qu'il est. En fait, l'air qu'on aspire et qui va passer dans vos extractions, avant d'être évacué, il est quasiment redevenu de l'oxygène, tout simplement. Mais oui, on a effectivement de l'émission d'ozone aussi avec une lampe Fricure, comme on a avec des lampes mercure classiques en fait. On a besoin d'avoir une extraction pour l'ozone. Tout à fait. Vincent Guillot qui a demandé comment se positionne la lampe Fricure par rapport à la réglementation sur le mercure. Bah, j'ai un petit peu répondu à la question tout à l'heure de celle de Jessica Rep. Elle est dans le même panier, mais ça ne concerne pas les lignes industrielles qui sont supérieures à 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres. Émission J'ai une question. d'infrarouge, ensuite. Ouais. Bonjour, est-ce que les émissions d'infrarouge sont plus importantes avec la friture? Non, pas spécifiquement. On est sur les mêmes quantités d'émissions.
qu'avec une lampe mercure classique. Je compare bien avec une lampe mercure IST qui possède des réflecteurs spécifiques, qui absorbent bien les infrarouges, ou pas, en fonction du choix qu'on fait. Les émissions d'infrarouges vont être très variables en fonction des fournisseurs de lampes mercure que vous pouvez avoir et de la qualité des réflecteurs que vous pouvez être amené à utiliser. Mais si vous comparez une lampe Fricture IST et une lampe Mercure IST, vous avez des émissions infrarouges qui sont équivalentes, du même ordre de grandeur. Thierry Gadin, au sujet de l'ozone, donc Ozone. oui, on a la même chose, c'est équivalent à une lampe Mercure. Jonathan qui demande qu'en est-il pour la La durée de vie durée de de vie. cette lampe? Bah, Ouais. c'est équivalent à une lampe Mercure. Même durée de Exactement, vie. c'est Ouais. une très bonne question. On est environ à 2500 heures, tout à fait. Julien Chavot, qu'en est-il en termes de dégagement de chaleur, d'échauffement des matériaux? Est-ce que les supports films BOPP, PET et PE imprimés non supportés par un backing sont compatibles avec une telle technologie? Euh, on est sur, comme j'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur les mêmes émissions qu'avec une lampe mercure. Donc si jamais il y a des choses que vous avez une expérience avec l'usage de la lampe mercure sur ces applications-là, il faut s'attendre à peu près à la même chose avec la lampe friture. S'il y a des contraintes de température, il faut Oui, oui. regarder plus sur l'intégration du système UV et comment gérer la température dans l'enceinte pour aller diminuer l'impact sur le support, plus que la technologie en elle-même, je pense. Philippe Vertuol, ma question rejoint la question de Monsieur Delorme concernant l'ozone, donc c'est bon. Un échauffement de l'impression et du support s'observe-t-il du fait des photons plus énergétiques? Alors non, c'est une bonne question. En fait, la réaction de polymérisation est exothermique. Elle va générer de la chaleur, que vous soyez avec des photons plus énergétiques ou pas. Simplement, comme on a des photons plus énergétiques, on vient casser directement la double liaison carbone on va dire, de la résine, pour faire simple. Et on dégage de la chaleur liée à cette cassure de la liaison et au déclenchement de la réaction. C'est la même chose quand on vient casser un photoinitiateur. On dégage aussi de la chaleur. Ça reste des choses complètement identiques. Donc, on a le même, pour répondre à la question, on aurait le même échauffement qu'avec une polymérisation UV classique. C'est pas ça qui va venir faire plus chauffer votre support. Ensuite, vous précisez que vous pouvez installer une lampe Fricure à la place de la Mercure, mais vous précisez aussi que l'aspect électronique et les réflecteurs ont été revus, donc est-ce réellement rétrofitable? Alors ça, bah, Romain, on a un peu parlé effectivement, donc on parle du coup d'upgrade du système, où il va falloir étudier, un peu au cas par cas, savoir est-ce qu'on peut upgrader le système et dans quelle mesure et aussi à quel coût? Qu'est-ce qu'il faut changer? De quelle manière? Donc ça s'étudiera au cas par cas. Ça dépend vraiment de la génération du système. Si vous avez une installation UV qui a 15 ans, il y aurait énormément de composants qu'il faudrait venir modifier à l'intérieur de cette installation pour la faire fonctionner avec une lampe Mercure, et je pense que ce serait trop compliqué, par exemple. Par contre, des installations assez récentes qui possèdent déjà les nouvelles alimentations électroniques et qui sont sur les nouveaux automates qu'on utilise déjà, pourraient être beaucoup plus facilement modifiées. C'est un petit Oui. peu difficile de répondre parce que c'est vraiment au cas par cas, ça reste des installations, des grosses installations UV. Jonas Pesanti, ah, je pense que c'est des questions que tu as Oui, remises qui c'était étaient dans peut-être. la conversation, ouais, j'ai mis, C'était dans la partie conversation? ouais, Ok. ouais. Bonjour, quelle est l'offre actuelle en termes de vernis UV sans photo-initiateur? Les lampes Fricure permettent-elles de sécher les vernis avec photo-initiateur? Alors, je vais répondre à la première question. Ce sont des choses avec lesquelles on travaille avec des formulateurs et les formulateurs, on a beaucoup de formulateurs qui passent pas mal de temps chez nous au labo pour voir justement comment formuler des vernis sans photo-initiateur et faire des essais pour optimiser cette réaction. Donc ensuite, c'est à vous de demander, je pense, aux formulateurs avec qui vous avez l'habitude de travailler pour voir déjà s'ils ont commencé à avancer sur ce sujet et ce qu'ils pourraient vous proposer. Et pour répondre à la deuxième question, oui, les lampes Fricure permettent de sécher déjà des vernis avec photo-initiateur. Une lampe Fricure fonctionne aussi bien qu'une lampe Mercure pour les applications, pour les formulations que vous avez déjà, voire mieux. On pourrait utiliser moins de lampes pour avoir le même impact, par exemple.
Existe-t-il un intérêt financier à passer à cette nouvelle technologie? Il faut changer les réflecteurs, les lampes et nos gammes d'encre. Alors, oui, il y a un intérêt financier à passer sur cette nouvelle technologie. Vous avez, par le gain que vous pouvez avoir en UVC, il y a différentes choses qui vont se passer. Soit vous allez réduire la quantité de photoinitiateurs dans la formulation, ou l'enlever. Donc vous allez, comme Jonas vous avez montré, le coût d'un photoinitiateur représente 10 à 20%. Donc votre formulation, donc votre consommable va sans doute être moins cher. Donc sur le long terme, vous allez avoir un gain. Si jamais on parle de à formulation équivalente, en fait, vous pouvez être amené à utiliser une seule lampe Fricure au lieu d'en allumer deux Mercure. Et là, on parle d'un gain surtout en consommation d'énergie. Parce qu'avec 2 fois moins d'énergie électrique, on va aller réussir à réaliser la même opération. Ou en Donc oui, investissement aussi. il y a des Ou au coût intérêts. d'investissement aussi, forcément. Ouais. Il y a besoin d'inertage ou pas finalement, car dans vos essais, il apparaît sous atmosphère inerte. Alors j'ai dans mes essais, dans nos essais, vous avez des exemples avec ou sans. Ça dépend des formulations. Parfois sans espace, sans inertage, on arrive à venir polymériser. Il faut savoir que les essais qu'on a réalisés jusqu'à présent, parfois été faits avec des formulations qui ont été optimisées, parfois c'était juste des formulations où on a enlevé les photoinitiateurs. Il y a quand même un travail à faire sur la formulation. Et c'est au cas par cas. Et ça va dépendre de ce qui est souhaitable de faire. Donc je pense qu'il faut regarder un petit peu plus en détail l'application sur laquelle vous travaillez pour vous répondre plus en détail. Euh, Parfois oui, parfois non. Ça va dépendre de ce qu'on va chercher à réaliser. Mais dans tous les cas, on vient améliorer. S'il y avait besoin d'inertage avant, on peut peut-être ne plus en avoir besoin. Ou alors on peut continuer à avoir besoin, mais diviser par 4 la quantité de photoinitiateurs, ou bien on ne peut plus en avoir besoin et carrément enlever tous les photoinitiateurs. Ça va dépendre de ce qu'on souhaite faire en fait. La cuisson à cœur en système pigmenté TiO2 est-elle équivalente en friture versus PI versus photoinitiateur? Je pense que c'est friture versus mercure la question. Euh, La Oui, je pense que cuisson c'est à... ça. Ouais, je pense que c'est ça. Est-ce que tu obtiens Euh, la même cuisson à cœur avec une lampe Mercure, avec une lampe Fricure? on a la même quantité d'UVA, donc on a la même quantité d'énergie qui va aller frapper à cœur. Ensuite, il y a un sujet à prendre en compte, c'est comme on a plus d'UVC, on va plus rapidement polymériser en surface. Donc est-ce qu'on va pas aussi un peu plus limiter la capacité des UVA d'aller pénétrer à cœur? Ça reste une question qui va vraiment dépendre de la formulation et des pourcentages de concentration des éléments à l'intérieur. Ouais, ça rejoint la question de Florent Pelletier qui dit: «Le fait de booster les UVC n'augmente pas l'effet de croûtage en surface et les problèmes de séchage à cœur?» Point Mm, d'interrogation. c'est une bonne question. Je l'ai pas cette question. C'est Ah, plus j'ai haut, pas mis à c'est pour jour. ça. J'ai pas mis à jour. Ah J'ai ouais, pas mis à jour. OK. Ouais, j'essaie de relier un peu les questions pour gagner un peu de temps. Est-ce que les fricures permettent d'aller à des vitesses de ligne élevées? Oui, ça on a déjà des vitesses de ligne standard, 200-300 mètres minutes, il y a aucun problème. Encore une fois, ça va dépendre de la formulation et de votre application. Surtout que ça, c'est moi qui l'ai retransféré, donc je ne sais pas qui c'est. Quel est le coût d'une lampe Fricure par rapport à une lampe Mercure standard? Alors ça, forcément, on n'en a pas parlé, mais c'est un point qui est important. On est sur le même ordre de grandeur, les lampes Fricure et les lampes Mercure. Ça va pas changer, ça va pas être des lampes qui seront beaucoup plus chères. C'est un point important forcément pour l'investissement. Peut-on placer une lampe dopée gallium sur une cassette Cassette Fricure Fricure. et vice-versa? Alors, Ah si vous oui, avez est-ce une que cassette ah oui, Fricure, d'accord. oui, OK. vous avez une cassette Fricure, Alors, je me suis pas posé cette question, c'est marrant. Oui, mais c'est pas très intéressant parce qu'en fait, ce que vient faire la lampe Fricure, c'est la cassette Fricure on va chercher électroniquement et dans les revêtements à aller gagner dans les UVC. Et en fait, ce que fait un dopage gallium, c'est qu'il va réduire la quantité des émissions dans les UVC. Donc on vient un petit peu mettre deux choses qui s'opposent dans le même système. Vous pouvez le faire. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. C'est une bonne question. Mais peut-être que c'est une question de praticité par rapport à la machine. Enfin, j'imagine, Ah, c'est-à-dire que s'ils sont en gallium, ils veulent passer en fricure, est-ce qu'ils peuvent passer, tu vois, d'une lampe à l'autre, sur machine, quoi? oui, tout à J'imagine. fait.
Et c'est possible techniquement de mettre une lampe gallium dans une cassette friture. En sérigraphie ou dans les cas de dépôts relativement épais, supérieurs à 10 microns, un bon séchage à cœur peut-il obtenir avec sans photoinitiateur donc ça, on en revient à l'effet de croûtage un peu à l'idée du début, donc ça, faudra tester la formulation. Mais effectivement, c'est un point important, c'est-à-dire si on améliore les UVC, est-ce qu'on va pas compromettre le séchage à cœur d'un autre côté? Ouais, tout à fait. Voilà. Après, on peut imaginer des formulations, enfin des séchages qui soient avec différents sécheurs, c'est-à-dire peut-être un gallium en entrée et un fricure en sortie. C'est ça. Où on va d'abord sécher à cœur avec un gallium, un peu comme on ferait avec un pinning ou même avec une LED, hein. On viendrait sécher à cœur avec la LED ou le gallium. Ou faire un pinning et ensuite on viendrait sécher en surface pour fermer la surface avec une lampe fricure. Là, sur la Donc, présentation que je partage, on a fait des tests avec des encres sérigraphiques. On arrive à polymériser des encres sérigraphiques sans photoinitiateur à 25 mètres par minute. J'ai pas noté les infos de du type l'épaisseur de d'encre. dépose. Ouais. Généralement, en screen printing, on est sur des épaisseurs quand même assez élevées, bien plus élevées que dans la flexo et dans l'offset. Donc, les tests qui ont été faits avec des épaisseurs standards de sérigraphie. Donc là, déjà, on a un premier élément de réponse. Ça va dépendre de la formulation, ça va dépendre de plein de paramètres forcément. Mais je pense que c'est des choses faisables, ouais, à tester. Quelle est la différence de prix? Ça, on en a parlé. La tolérance de la hauteur de travail est-elle augmentée ou pas? Qu'il y a des pièces avec des épaisseurs variables ou traitement des champs dans le domaine du bois? Euh, la tolérance de la hauteur de travail, pas spécifiquement. J'aurais pas tendance à dire que c'est quelque chose qui est augmenté ou pas. Surtout que les UVC étant quand même un peu sensibles à l'oxygène, on sait que si on a une distance trop élevée, on peut avoir un peu d'absorption sur le trajet. Donc j'aurais tendance à dire c'est pas une solution à ce problème-là, en l'occurrence. Est-il possible d'obtenir une lampe friture en pré-location pour des essais en interne? On a des lampes friture en Allemagne qui sont dispo, oui. Euh, on a 3-4 équipements de mémoire qui peuvent être testés et utilisés justement pour commencer à appréhender la technologie et voir les gains que ça pourrait apporter. Voilà, parce qu'on a présenté dans la présentation, il y avait le BL4, donc la lampe qui refroidit à eau, mais on peut aussi l'intégrer dans d'autres sécheurs de notre gamme, hein. Ouais. On l'a pas précisé, mais sur des sécheurs à air, plus qui ressemblent à des sécheurs dans le jet d'encre ou dans la flexo, voilà, c'est aussi possible, hein. La température du bulbe de la lampe fricure? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est équivalent à la température Ouais, j'aurais pas tendance à dire qu'il y a une d'une lampe modification. mercure en fait. Je crois que l'air ambiant autour de la lampe est autour de 80 degrés et dans la lampe, vous êtes à 800 degrés de mémoire. J'imagine que les taux de conversion ont été mesurés sur des films fins. Avez-vous constaté une épaisseur de revêtement à partir de laquelle la fricure sans photoinitiateur n'est plus suffisante pour cuire à cœur? Là, Alors, je peux montrer un peu là, ce que vous avez qui est présenté. On peut voir par exemple que je vais mettre dans l'industrie. Qu'est-ce que je pourrais voir? alors tout ça, ça a été documenté. Là, on vous présente pas parce que on peut pas vous dire avec quel fournisseur, Oui, dans quelles conditions, on peut pas tout vous dire. Mais tout ça, ça a été fait avec des clients finaux, avec des OEM ou avec des formulateurs, et ça a été documenté. Mais je pense que le point clé, c'est que ça a été documenté en fonction de l'application. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas augmenté l'épaisseur pour voir jusqu'à combien on pouvait aller. On a pris la formulation typique en tout à fait. sérigraphie, et en fonction de cette formulation typique, on a regardé ce qu'on pouvait faire en fait. C'est plus dans ce sens-là. Donc, donc c'est pour ça que vous allez avoir entre le silicone et la sérigraphie, vous allez avoir des épaisseurs différentes. Mais en même temps, vous allez me dire, c'est pas les mêmes formulations. Donc, vous avez raison. Donc, on a plus réfléchi en termes d'application que de passer plusieurs formulations. Mais ça peut être possible de se dire, pour une application, on va essayer de réduire et voir ce que ça donne, ou d'augmenter l'épaisseur et voir ce que ça donne, hein. Mais on est resté dans les gammes d'épaisseur de l'usage, c'est-à-dire on va pas faire des tests sur un silicone avec des épaisseurs qu'on pourrait avoir dans la sérigraphie, par exemple. Ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'en fait, le silicone ne sera jamais appliqué avec ces épaisseurs-là. Mais je pense que si vous posez la question, c'est-à-dire que c'est un critère qui est important pour vous de voir est-ce qu'on peut augmenter l'épaisseur du revêtement.
on pourra en discuter séparément. Vous pouvez nous faire un mail séparément, puis on en discutera en fonction de votre application. Est-ce que ça marche sur des peintures très pigmentées? Donc ça donne suite à l'effet de croûtage, je pense, et à la pénétration. Donc je pense qu'on a déjà répondu à cette question. La réponse est équivalent à ce que vous avez avec une lampe Mercure. Ensuite, très pigmentée, ça veut dire beaucoup de choses. Mais oui, équivalent aux lampes Mercure standard, en l'occurrence. Est-ce que cette lampe est dans la liste des types de lampes contrôlables par votre application UV Analyzer? C'est une très bonne question. Malheureusement, non. Parce que le UV Analyzer La n'est sensibilité pas de la bandelette, quoi. sensible à ces 200-220 nanomètres, il ne le verra pas. Donc en fait, il verrait la même chose qu'une lampe Mercure standard. Il vous mesurez la même quantité d'énergie qu'une lampe Mercure standard parce qu'il ne voit tout simplement pas ce qui se passe en dessous de 220 nanomètres, le UV Analyzer. Parce qu'on commence à rentrer dans des gammes de longueur d'onde qui sont plus difficiles à mesurer. Donc là, il faudra plus faire des comparatifs avec des spectros ou des radiomètres électroniques. Et nous, on travaillera en parallèle à essayer de voir comment avoir une bandelette qui serait sensible à cette longueur d'onde-là, en l'occurrence. Le 200 nanomètres peut-il avoir un effet de matification d'un vernis gloss? Ah bah ça c'est pour toi, Romain. Le 200 nanomètres, oui, tout à fait. Exactement. C'est des choses qu'on peut observer, un effet de matification qu'on observe en fait avec une lampe Excimer à 172 nanomètres. Il y a également des lampes Excimer à 222 nanomètres qui permettent de faire des effets de matification et de regarder un petit peu les phénomènes. Donc oui, cette lampe Fricure peut avoir des effets de matification. Il faut bien penser à quelque chose, c'est qu'en fait, comme on a les UVB et les UVA qui sont envoyés en même temps, on va très vite figer le vernis. C'est pas comme une lampe Excimer qui est uniquement en 172 ou uniquement en 222 où on va aller uniquement frapper en surface et donc garder une certaine liquidité de notre produit pour aller changer son état de surface avant d'aller le figer. Quand vous faites de la matification, on fait de l'Excimer, puis on polymérise. Là, avec une lampe Fricure, vous avez un petit peu tout qui est combiné en même temps. Donc oui, il y a des effets, mais attention, c'est un petit peu plus compliqué. Jonas avait sauté une question. Avez-vous travaillé avec des fabricants d'encre et de Ah pardon. vernis? Avez-vous réalisé des tests avec des vernis UV sans photoinitiateur de certains fournisseurs? Oui, bien sûr. Comme disait Jonas tout à l'heure, ce qu'on vous a présenté là dans les slides, les essais dans l'industrie et dans l'impression, ce sont des résultats qui ont été faits avec des vraies formulations, avec des vrais formulateurs. On n'a pas mis les noms parce qu'à chaque fois on signe des NDA avec chacun d'entre vous. Mais oui, tout à fait. Ce sont des essais qui ont été faits avec des vrais fabricants d'encre et des vrais fabricants de vernis, tout à fait. Est-il Avec nécessaire beaucoup d'entre d'acquérir eux. la lampe plus cassette? Pardon, Jonas? Avec beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire que très probablement le fournisseur que vous utilisez, on a fait des tests Oui, en laboratoire, c'est sûr à ouais. 99%. Ouais. Est-il nécessaire d'acquérir la lampe plus la cassette plus le pilotage ou l'on peut commencer par la lampe seule Seul dans dans un un équipement. équipement existant? Non, le mieux c'est de faire un test avec une lampe Fricure qu'on a. C'est pas possible d'avoir dans ce que vous avez déjà chez vous, en fait, on n'arriverait pas à faire une lampe Fricure. Donc la seule solution, c'est de faire des tests en amont avec du matériel que nous qu'on est capable de louer, ou faire des tests dans notre laboratoire pour voir les intérêts. Et ensuite, on peut faire les modifications chez vous. La question, c'est peut-être aussi, pour aller un peu plus loin, est-ce qu'en mettant juste la lampe Fricure dans une cassette UV existante, est-ce que ça fonctionne? Et est-ce qu'on aurait plus d'UVC en fait? C'est ça aussi, je pense, la question qui est derrière. Tu vois ce que Oui, je veux dire? ouais, je comprends. Tu as une machine flexo, à la fin tu as du vernis. Si tu te dis, est-ce que si je mets une lampe Fricure, je vais pas améliorer mon efficacité en UVC et du coup
gagner pour le séchage au moins du vernis? Bah, le souci, c'est que la lampe que vous allez mettre à l'intérieur, en fait, c'est pas elle n'est pas toute seule à faire le travail de l'apport en UVC, même si, comme je l'ai expliqué, le plasma a été optimisé. Il faut que l'alimentation soit. C'est un travail en couple entre l'alimentation, enfin même entre l'alimentation, la lampe Les et la réflecteurs? cassette, donc et les réflecteurs. Si jamais on change qu'un seul élément parmi les trois, en fait, il se passe pas grand-chose, voire rien. Bah, il se passerait quelque chose, mais peut-être avoir, je pense avoir l'effet, c'est-à-dire est-ce que ça aura un effet? En tout cas, c'est pas ce qu'on a présenté, voilà. Ça, c'est un peu la réponse, quoi. Vous aurez pas 74. Voilà. Mais je pense qu'à étudier, après on peut regarder, faites-nous un mail et puis on regardera, on en discutera. Ouais. La Euh, présentation, ça j'ai dit, elle sera disponible en PDF et en replay sur YouTube. On vous enverra toutes les informations, il n'y a pas de problème. J'ai une question aussi, est-ce qu'on peut la partager en interne, etc. Il n'y a pas de problème. Et enfin, dernière question, pour rebondir sur la question de Monsieur Gourlin, pour des applications de vernis UV sur des pièces 3D avec des épaisseurs comprises entre 10 et 15 microns voire plus, avez-vous pu mener des essais ou cela est en projet? Eh bah, faut qu'on regarde. Parce que là, j'ai pas vu. Parmi toi, tu as étudié les. tous les rapports de test que j'ai potassés, il n'y a pas eu de test fait pour des pièces 3D. Des vernis, oui. Alors ensuite, il faut voir quel type de vernis ont été utilisés. Et donc là, on est sur des épaisseurs entre 10 et 15 microns, donc c'est plutôt épais. Euh, je ne pense pas. J'ai pas le souvenir avoir eu des essais de cette façon-là. Mais c'est pareil, faites-nous peut-être un mail et puis on regardera, on se Ouais. renseignera avec le labo, voir s'ils ont fait des essais parce que. Voir s'ils ont des choses en plus, ou si vous souhaitez faire un test d'ailleurs. C'est des choses. Merci Moussa pour le remerciement. Euh, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, c'est bon, bah, il y a eu pas Voilà. mal de questions, hein. Je m'attendais peut-être pas à autant de questions, mais c'est super. Merci, Bah, merci à tous ouais, et à merci à toutes. tout le monde. On espère que ça vous a intéressé, que ça vous a apporté beaucoup de réponses. On a pris beaucoup de temps pour vous préparer ce webinaire avec Jonas. Si jamais vous avez des retours positifs, des choses à améliorer, n'hésitez surtout pas. Et puis bien, on vous souhaite une très bonne journée, de belles applications UV, et puis à bientôt, on espère. Merci, au revoir. Merci Je te beaucoup. Au laisse revoir. clôturer, Romain. Ouais, ça marche.